C'est la vie, l'amour, Laval, c'est une ville qu'on s'est donnée, aujourd'hui, pour demain, pour les voisins. Salutations à tous. C'est un grand plaisir de vous présenter des invités qui marquent l'ADN culturel de notre municipalité. Madame Samantha Labrec, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'importante équipe de la Société Alzheimer de Laval. Dis-moi, qu'est-ce qui incite une jeune dame comme vous, une jeune femme dynamique, à travailler dans ce domaine? En fait, c'est les personnes en perte d'autonomie, donc atteintes de troubles neurocognitifs, souvent sont méconnues, sont mal comprises de la population en général. Et ce qui m'incite à travailler pour eux, c'est pour leur donner une voix, en fait, pour leur redonner un peu de pouvoir, un peu de bonheur. Vous étiez préparé à ça dans votre travail de jeunesse, quoi? Oui, en fait, suite à une expérience de bénévolat faite au secondaire, j'ai eu un poste d'animatrice en loisirs dans une résidence pour personnes âgées. Donc, dès 16 ans, là, j'ai travaillé avec la clientèle en perte d'autonomie et jusqu'à aujourd'hui, à la Société Alzheimer. C'était bien. Quelles sont les qualités qu'il faut pour travailler avec les personnes atteintes d'Alzheimer? Je crois que la patience, Hein? Premièrement, je pense que c'est la plus importante, mais aussi l'écoute. Il faut être à l'écoute de ces gens-là, pas juste de l'oreille, mais visuellement aussi. Essayer de les comprendre, le langage corporel. Mais qu'est-ce que c'est l'Alzheimer? Pourriez-vous m'expliquer ça un peu? Oui, l'Alzheimer, c'est un trouble neurocognitif. Donc, c'est un trouble qui atteint les neurones du cerveau et qui est dégénératif. Donc, il n'y a pas de cure présentement et au fil des années, les symptômes apparaissent de plus en plus. Donc, c'est une maladie qui va toucher entre autres la mémoire, mais qui peut également toucher le langage, la compréhension du langage, les habiletés motrices et toute notion abstraite aussi. Est-ce qu'il y a Est-ce que cette maladie, est-ce qu'il y a une évolution ou bien ça peut se stabiliser ou est-ce qu'il y a des médicaments actuellement pour aider? Oui, il y a de la médication pour aider à stabiliser la maladie. La médication ne fonctionne pas pour tout le monde, mais en général, ça l'aide quand même pour plusieurs années. Donc oui, c'est une maladie neurodégénérative là, qui évolue sur plusieurs années, tout dépendant d'une personne à l'autre. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes? Oui, il y a plus de femmes. Pourquoi? On n'est pas vraiment certain encore, mais effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes. Étant donné qu'il y a plus de femmes, est-ce que le fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, est-ce que ça serait peut-être la raison, quoi? Ça pourrait. C'est une des pistes prises en considération, oui, effectivement. Parce qu'actuellement, ici, à Laval, je pense que les femmes ont l'âge moyenne, c'est 86 ans, puis je pense 80 quelques années pour 82 ou 83 ans pour les hommes, fait qu'il y a plus de femmes automatiquement. Voilà. Oui, effectivement. Bon. Est-ce qu'on peut prévoir des médicaments? Oui, comme je vous ai dit, il existe 4 médicaments présentement, dont 3 pour une phase un peu plus précoce et une pour une phase un peu plus modérée de la maladie. Donc, évidemment, la médication, c'est pas la seule chose qui va aider à ralentir la maladie. Donc, il y a tout le côté stimulation également, cognitive, motrice et sociale. Il faut espérer que la recherche va nous apporter de médications nouvelles. Effectivement. Il y en a un nouveau qui est sorti aux États-Unis, qui n'est pas encore approuvé au Canada. On espère qu'il soit efficace et approuvé bientôt ici. La Société d'Alzheimer de Laval est très présente ici à Laval. Quelles sont ses activités? On a plusieurs services. Si je résume, entre autres, on a le service de conseil. Donc, des conseillères spécialisées qui sont présents pour répondre aux questions en général, pour répondre également aux inquiétudes, en guider à travers la maladie, autant les proches aidants que les personnes qui vivent avec cette maladie-là. On a également beaucoup de services de répit, donc du répit à domicile. On a un centre de jour et on a également un hébergement répit. Donc, les gens peuvent venir dormir à notre résidence pour quelques jours.
On a, comme je vous ai dit, une résidence, donc de 10 personnes, une résidence qu'on dit intermédiaire, et des activités de formation, donc des ateliers de formation pour les proches aidants, mais également pour les professionnels. Mais vous, ça fait déjà, vous m'avez dit que ça fait combien d'années que vous travaillez pour la Société d'Alzheimer? Tout près de 12 ans. Près de 12 ans. Alors, vous avez vécu beaucoup de changements. Vous n'étiez pas là au tout début. En quelle année que ça a commencé, la résidence que vous avez actuellement? Actuellement, nos locaux, c'est depuis 2007 qu'on est là. 2007, hein? Oui, effectivement. Écoutez, j'ai eu la chance d'être présent lors de l'ouverture des locaux. C'était vraiment important. On voit toute l'évolution qu'il y a eu depuis ce temps-là. C'est assez formidable. Dans les activités, je sais que quelle façon que les gens peuvent... Comment on s'adresse à vous autres pour profiter de ces activités-là? Vous pouvez tout simplement appeler à la Société Alzheimer. Donc, une conseillère qui va vous contacter, en fait, pour savoir c'est quoi vos besoins, pour vous informer des services offerts, mais tout passe par la conseillère spécialisée. Oui, oui. On va faire un genre d'enquête d'entrevue avec la personne. Exactement. Une consultation qu'on appelle, que ce soit au téléphone, au bureau ou même à domicile. Donc, la conseillère va vraiment évaluer la situation. Est-ce qu'il y a des besoins de répit? Est-ce qu'il y a des besoins de formation? Est-ce que la personne connaît bien la maladie pour accompagner le proche? Donc, ils sont vraiment présentes du début à la fin du parcours d'un proche aidant, mais également de la personne vivant avec la maladie. Je ne me cache pas que je profite un petit peu dans ma famille des activités de la Société d'Alzheimer et je crois que je vois qu'il y a plusieurs catégories. Vous catégorisez un peu les patients. Alors, il y a beaucoup d'activités. Par exemple, je sais que mon épouse participe à des activités qui aident, mettons, d'abord à socialiser. Hein? Et puis, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait pour stimuler les gens qui sont atteints d'Alzheimer? À la Société? Oui. Donc, oui, effectivement, on a des groupes de stimulation, donc 3 heures par semaine pour les gens en tout début de maladie. Donc, comme vous dites, les différentes phases de la maladie, on essaie d'offrir des services pour ces gens-là. Donc, on a des groupes de stimulation là, qui vont faire autant des activités cognitives que physiques, que discuter. Donc, c'est vraiment un moment d'échange, de partage. C'est très apprécié. On a également le centre de jour pour une clientèle un petit peu plus avancée, quoiqu'on a des groupes qui essaient de rejoindre les gens en tout début de maladie. Donc, le centre de jour, c'est la même chose. C'est beaucoup d'activités de stimulation cognitive, physique et de partage social aussi, qui est très important. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour la Société? On est 51. 51 personnes? Oui. Et puis, vous avez des bénévoles également? Oui. C'est formidable, quand même. Ça prend beaucoup de monde. Mais 51 personnes, ça prend beaucoup d'argent. Oui, effectivement. Donc, nous, on fonctionne avec les subventions du côté municipal et provincial, mais également beaucoup avec les dons. Donc, si on n'a pas de dons, malheureusement, on ne pourrait pas fonctionner. Est-ce que les gens sont généreux? On peut dire que oui. Oui, oui, hein, c'est bien. Oui. Quelle activité vous avez pour recevoir des dons, pour recevoir de l'argent? On a notre marche annuelle, donc la marche de la mémoire IG Patrimoine, qui a lieu tous les fins du mois de mai. Donc, le 29 mai, dimanche 29 mai, au Centre de la Nature, de 9h à 15h. Donc, c'est une marche de 2 km ou de 5 km où il y a plusieurs activités pour les enfants, des possibilités de manger sur place également. Oui, je dois vous dire que j'ai participé à toutes les activités, toutes les marches, sauf une. Sauf une, la dernière. Et puis que c'est très intéressant parce que c'est un endroit où les gens peuvent socialiser. C'est intéressant. On a du plaisir. On rencontre tous les hommes politiques, si on veut, puis toutes sortes de gens. Ils peuvent manger aussi. Il y a des bons hot dogs, okay? Des bons hot dogs, des cafés, du café. Alors, c'est une place quand même de réjouissance, qu'on a du plaisir. Puis en même temps, ça aide beaucoup la société. Et alors, ils ont besoin de la société. Alors, on peut inviter les gens. Et dites-moi quelle date que c'est? Le 29 mai. Le 29 mai. Exact, okay. un dimanche. Le 29 mai. Alors, le 29 mai, on peut inviter les gens au Centre de la Nature à 9 h du matin
dès 9 Alors ans. ça va être important. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites pour recevoir des sous? Il y a plusieurs activités qui ne sont pas nécessairement organisées par nous, la société. Entre autres, on a un bal corporatif. On a également des petites activités qui vont être organisées par des familles qui sont touchées par la maladie. Mais la marche est vraiment notre plus gros événement. Votre implication dans la société consiste à quoi, votre travail personnel? Moi, je suis responsable des programmes et services. Donc, je m'occupe de l'organisation de tous les services de répit, consultation. C'est beaucoup de travail. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. Alors, Mme Labrec, c'est formidable. On va encourager les gens à aller à la grande marche le 29 mai au Centre de la Nature dès 9 h du matin. Et ils vont avoir le plaisir de vous rencontrer. Oui, absolument. Je vais les Un grand attendre. plaisir. Merci beaucoup, Mme Labrec. C'est formidable. Merci. Il est l'un de nos grands peintres lavallois. Pierre Pickens, bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Ça me fait plaisir de vous rencontrer encore. Ben oui, c'est un grand plaisir. Pierre Pickens, vous êtes d'origine belge. Oui, c'est ça, oui. Wallon ou flamand? Les deux. Les deux. Père flamand et mère wallonne. Ah bon? Oui, un vrai Belge, quoi. Ben, un vrai Belge, ça fait 65 ans que je suis au Québec. Ça, Donc, quand même, oui. j'ai pris beaucoup du Québécois avec mon épouse qui était québécoise. Une vraie Québécoise, vous avez eu du goût. J'ai eu de la chance. La chance, oui. Plus de chance que de goût. Oui. Oui. Pierre Pickens, qu'est-ce qu'on faisait en Belgique comme travail? Moi, ben, j'ai étudié beaucoup. J'ai fait mes études, j'ai fait mon service militaire. Ensuite, j'ai travaillé dans une imprimerie pendant 2 ans. Une imprimerie? Oui. Et après, ben, je me suis décidé, je suis venu au Québec. Mais vous étiez jeune quand même? J'avais 23 ans quand j'ai pris le bateau. 23 ans? Oui. En bateau? En bateau. Ah oui, ce temps-là, c'était plus le bateau que l'avion. D'ailleurs, c'était le gouvernement qui payait le voyage, alors Oui. j'avais pas le choix. Il fallait que je prenne le bateau. Puis le voyage à rembourser, évidemment, hein. Oui. Hein? C'était long, la traversée? 10 jours en bateau. 10 jours en bateau, à peu près, oui. Oui. On C'était quittait difficile. vraiment, on s'éloignait vraiment. Oui, hein? Oui, plus qu'en avion, parce qu'en avion, du jour au lendemain, on est ici, mais en bateau, ben, on écoute la radio Bruxelles à la radio, puis à un moment donné, ça commence à gricher, puis là, on commence à écouter Radio-Canada tranquillement, puis on rentre vraiment tranquillement dans le pays, là, puis oui. Mais dans l'imprimerie, comme imprimeur, vous avez fait de la typographie aussi, quoi? Oui, oui, parce que j'ai étudié aux arts graphiques en Belgique, Oui. l'école des arts graphiques en Belgique, et conjointement l'école des beaux-arts, évidemment. Et c'est là que j'avais l'opportunité, soit dans le monde de l'imprimerie ou dans le monde des arts, quoi. Puis comme j'aimais bien la publicité, ben j'ai opté pour la publicité en arrivant au Québec. Bon. Donc, vous arrivez au Québec, OK? On fait quoi? Un Belge qui arrive ici au Québec. Sans il fait quoi? argent, C'est pas d'argent. ben j'avais 30 $ en poche. Bon, c'est bien quand même. Alors j'étais pressé, il fallait que je trouve de l'ouvrage. D'ailleurs, on m'avait dit avant de partir, « Oh, il y a de l'ouvrage, inquiète-toi pas, quand vous arrivez au Québec, il y a de l'ouvrage. » C'était pas tout à fait vrai. On pouvait laver de la vaisselle dans un restaurant, c'était l'été d'abord. Mais moi, j'ai eu de la chance. J'ai travaillé quand même assez rapidement dans l'imprimerie comme typographe. Ensuite, Vous avez commencé typographe. Là, c'était avec les casiers, avec... une lettre à la fois, c'était la main. typographie au plomb, oui, C'est ça. traditionnelle, là, oui. Oui. Mais ça a changé vite. Je ne suis pas resté longtemps, de toute façon, à l'imprimerie. Je suis resté 3 mois, à peine 3 mois. Puis le temps, c'est là que j'ai connu mon épouse, d'ailleurs, qui travaillait à la librairie comme libraire pendant ses vacances. Elle avait 16 ans, elle était jeune. Oh, mon Dieu! Il y avait du goût, monsieur PV. Ben oui, mais enfin, voilà, c'était un coup de chance, probablement. Hein. Un coup de chance et un coup de foot, en même temps. Oui. Vous avez travaillé, vous avez connu l'imprimerie à ce moment-là, puis ça a évolué très rapidement. Est-ce que vous aviez la linotype et la monotype? C'est que j'ai eu la chance quand même. En arrivant à Québec, je me suis inscrit à l'École des beaux-arts parce que j'ai toujours été à l'école. J'ai toujours continué d'étudier. C'est une maladie chez moi. Puis je n'aimais pourtant pas à l'école, mais c'est ça. J'ai continué d'étudier. Et à l'École des beaux-arts, j'avais un ami qui m'a trouvé une place dans un studio de dessin commercial
Alors, je suis rentré dans le dessin commercial, puis c'est là que j'ai commencé. Les graphistes n'existaient pas à ce moment-là, hein? Non. Mais vous parlez de Cabana-Séguin, qu'un endroit Ça, que vous avez c'était un peu travaillé. plus tard, ça. Un peu plus tard. Dans les années 60, je suis rentré comme graphiste. On commençait à parler de graphisme. Puis c'était plutôt des gens... Les dessinateurs commerciaux, c'est des gens qui étudiaient, qui apprenaient leur métier dans des écoles privées, bien souvent, comme dessinateur commercial, ils faisaient du lettrage, tout de trucs. Ensuite, il y a eu les graphistes qui ont commencé à faire leur apparition tranquillement. Puis j'ai été 4 ans chez Cabana-Séguin, d'une agence de publicité, comme créateur. Eux autres, déjà, c'était du graphisme. Ils étaient habitués à faire du graphisme. Oui. OK. Ils sortaient de l'école des arts graphiques de Montréal. Ils avaient une réputation. Oui. Ils avaient fait... Cabana-Séguin, M. Séguin avait fait l'école des arts graphiques, mais pas M. Cabana. Ah, je ne sais pas. Non, M. c'était Séguin des avait fait. vendeurs Parce plus- que l'école des arts graphiques elle datait d'un petit peu... c'est M. Louis-Philippe Baudouin qui l'avait créé, mais c'était dans le bas de la ville. Alors, c'était là. Mais là, vous avez continué. À l'université, vous avez continué, vous avez été chercher même une maîtrise. Comme je vous dis, j'ai toujours été intéressé par les études et surtout pour répondre, parce que quand j'ai commencé à enseigner au collège, j'ai réalisé que être graphiste et enseigner le graphisme, c'était deux choses différentes, que je manquais peut-être un peu de bagage parce que j'avais pas de diplôme pédagogique. On engageait parce qu'on avait un métier, on avait une profession qu'on pouvait enseigner, mais par contre, du jour au lendemain, on se trouve devant des élèves, puis c'est des jeunes de 18-20 ans qui posent des questions, il faut répondre à ces questions-là. Alors c'est là que j'ai senti le besoin de retourner aux études, de refaire un autre bac à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai fait la maîtrise après, puis... Ce qui vous a emmené à produire un volume. Qui m'a amené à produire... Mais c'est beaucoup plus tard, ça c'est vraiment... J'ai commencé ce volume-là, j'avais 60... J'étais pensionné déjà. C'était un projet qui datait depuis longtemps. Moi, j'avais à cœur de donner des réponses aux étudiants dans la correction de leurs travaux. Parce que corriger un travail en art graphique, corriger un travail en art, c'est pas facile. Il y a toujours le côté subjectif qui rentre en ligne de compte. Alors, moi, je dis ça prend absolument des arguments beaucoup plus objectifs. C'est ça que je me suis en tête de refaire mes études là-dedans. J'ai proposé un projet de thèse, de maîtrise à l'Université de Montréal qui consistait à faire un outil pour corriger les travaux des élèves en graphisme de façon, je veux dire, objectif, mais pas à 100%. C'est jamais objectif à 100%. Parce qu'il y a toujours le côté subjectif qui rentre en ligne de compte, à savoir c'est beau, c'est pas beau, ça plaît pas. Alors, je me suis mis en tête de faire ça. Donc, j'ai fait ma maîtrise. Une fois que la maîtrise était finie, je voulais entreprendre un doctorat. On m'a conseillé de faire un livre plutôt qu'un doctorat, qui serait plus utile dans les écoles qu'un doctorat qu'on consulte beaucoup moins, de toute façon. Hein. Ce qui vous a emmené maintenant à travailler à l'École des arts graphiques? C'est-à-dire que j'ai travaillé longtemps pour des agences. J'ai travaillé à mon compte aussi. Puis à un moment donné, j'ai vu une annonce dans le Journal de Montréal. On demandait des professeurs de graphisme au Collège antique. Puis je me suis présenté là, puis j'ai été accepté. Ils m'ont pris comme ça. J'avais beaucoup d'échantillons de travaux. Ils m'ont accepté, puis j'ai commencé à enseigner. Puis, c'est ça. Vous preniez la place de grosses mesures, parce qu'il y avait Dumouchel, il y avait Gladu, il y avait ces gens-là qui enseignaient. Déjà, eux autres avaient fait leur temps, je crois. Oui, c'est ça, oui. Moi, je les ai presque pas connus, parce que je suis arrivé au collège dans les années dans les années 64 à peu près, oui. Je suis resté 20 ans au collège. 20 ans? Oui. Mais toute une carrière que vous avez faite. Et puis là, vous êtes mis à faire de la peinture quand même, à faire de la J'ai peinture. toujours fait de la peinture. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours barbouillé, j'ai toujours dessiné. D'ailleurs, j'ai fait mon cours à l'École des Beaux-Arts, d'ailleurs, en même temps. Et j'ai toujours gardé un contact avec la peinture. Puis à un moment donné, quand j'ai été pensionné, c'est là que je me suis mis vraiment à peindre. Mais j'ai réalisé que il y avait trop d'automatismes à travers tout ça. J'avais beaucoup de connaissances, évidemment, mais des connaissances théoriques. Je dessinais de façon conventionnelle. Puis j'ai jamais trouvé vraiment de satisfaction dans la peinture à travers le dessin. À un moment donné, vers l'âge de 72 ans, je me dis, je vais abandonner le dessin, je ne dessine plus, c'est fini. Je vais juste peindre avec mon instinct.
puis je vais me laisser aller. Et c'est ce qui fait la différence avec les autres peintres. Parce qu'un peintre, un artiste peintre, moi je ne suis pas un artiste peintre. Un artiste peintre, pour moi, c'est quelqu'un qui a une technique, une personnalité. D'ailleurs, Picasso, il disait, la technique, c'est l'homme. Hein. C'est à travers la technique qu'on reconnaît le peintre. Et moi, je n'ai pas de technique. Je n'ai pas... chaque fois que je commence une toile, j'innove une nouvelle technique. Donc, j'ai pas... je ne suis pas accroché à ma technique. Je peins comme je le ressens. On ne peut pas vous classifier comme... Non, d'ailleurs, c'est pour ça que dans les galeries, j'ai pas de succès dans les galeries, parce que j'ai pas de catégorie vraiment précise. J'ai pas un style... On va pas... D'ailleurs, j'ai apporté plusieurs toiles, là, et on voit d'une toile à l'autre, le style est différent. Donc, je n'ai pas un style. On ne peut pas me reconnaître vraiment mon style, tu sais. Contrairement à certains artistes qui ont une façon de peindre, une technique, qui sont fidèles à leur technique, qui se développent, qui font toute leur démarche en dedans de leur technique, et on les reconnaît comme ça, de toute façon. Hein. Tandis que moi, on ne peut pas me reconnaître. D'ailleurs, j'ai des toiles ici, on peut dire que c'est des artistes différents qui les ont faites. On peut dire que vous êtes original. Oui, si on veut. Oui. Vous êtes très prolifique aussi, vous produisez beaucoup de peinture. Ben, c'est parce que ça ne va pas, ce n'est pas long faire une toile pour moi, parce que ça prend parfois quelques minutes. Puis comme je ne suis pas un peintre professionnel, je ne gagne pas ma vie là-dedans. J'ai le plaisir de peindre pour moi. Je ne suis pas astreint à plaire aux galeries. Je ne suis pas astreint à peindre, à plaire à personne. Donc, je peins comme ça, spontanément. Puis, je peux commencer à minuit le soir, à 1h au matin, n'importe quand. Puis, le lendemain matin, je vais voir ce que ça a l'air, là. Mais je n'ai même pas de studio. Vous avez vu ma maison, là. Je peins un peu partout, là, je sais pas... Vous traduisez vos émotions sur la peinture, quoi? C'est juste l'émotion, en fait. Ça manque d'émotion. J'ai jamais d'idée. Je peux partir avec une idée préconçue, parfois, mais je la garde pas. Quand je commence une toile, j'ai l'impression que je suis pris en charge par quelqu'un d'autre. C'est plus moi qui travaille, c'est quelqu'un qui a pris ma place. Donc, je laisse aller tous les automatismes culturels, je mets de côté, tout ce que j'ai appris en fait dans les harmonies, les structures, la perspective, il n'y a plus rien qui compte de tout ça. C'est vraiment l'instinct qui travaille, puis j'arrête quand je sens que c'est fini. Puis ensuite, quelques heures après, je regarde le résultat, puis j'en mets beaucoup au vidange, évidemment. Puis, ben, il ne faut pas quand même. C'est trop beau ce que vous faites. Vous avez 90 ans. Oui. Vous êtes encore très actif. Oui. Vous faites aussi de la photo. Ben, je fais à peu près tout. Je fais de la musique, je fais du bicycle, je fais du monocycle. Je fais... La semaine dernière, j'ai monté sur mon toit pour le réparer. À 90 ans, monter sur un toit, on peut avoir de la retenue un peu. Ben, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Une fois, j'ai été sur le toit, l'échelle est partie avec le vent, j'ai dû sauter en bas. Mais c'est ça. Voilà. Pierre Pékin, vous êtes un homme formidable. Vous êtes un peintre, un photographe, vous êtes un artiste complet. Pierre Pékin, c'était un plaisir de vous accueillir. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, moi aussi, M. Lapierre. Au plaisir. Puis en tout cas, on va se revoir encore dans 10 ans. Sûrement. Ben, avant ça, plus tôt que ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, pour faire un peu différent, voici des capsules divertissantes qui vont vous donner un petit peu sur tous les sujets. Je vais vous parler d'abord des familles colonisatrices de pionnières de Jésus. Vous savez que les 4 premières familles, c'était les Charbonneau, les Labelle, les Étier et les Dubuisson. Mais aussi, un peu plus tard, il y avait les Cyr, les Dazé, les Forgettes, les Vaillancourt, les Coron, les Gravel, les Ouimettes, les Paquet, les Desjardins, les Paillet, les Filiatro, les Chartrand, les Leblanc, les Lorrain, les Bélanger, les Gratton, les Bourgeois. Ça, c'est d'après Céline Cadieux en 1985 de l'Office du tourisme de Laval. Alors, vous voyez que nos familles colonisatrices
on fait leur travail. C'est eux autres qu'on leur doit beaucoup. Savez-vous que la population de la Nouvelle-France, que ça, c'était le Québec au complet, savez-vous qu'en 1666, on était seulement 3215 habitants en 1666. Cependant, en 1672, on était 6700. Mais en 1682, on était 10 000. Alors, vous voyez qu'on était, nos parents n'ont pas été toujours sages. Alors, on voyait souvent des familles de 14, 15, 16 enfants. Ici, on a vu jusqu'à 19 enfants. Alors, c'était pour beaucoup. Pour le Jésus, en 1681, il y avait seulement 24 personnes sur l'île. 1681. Il faut le dire qu'à l'époque, il y avait la guerre les conflits avec les Iroquois, et puis c'était bien important. En 1765, on était 2379. En 1965, il y avait, lors de la fondation de Ville-Laval, la Réunion, il y avait environ 185 000 personnes, et actuellement, nous sommes 460 000 personnes. Vous savez qu'en 1850, 6 de la population avait plus de 60 ans. En 1850, l'espérance vie des gens était 41 ans et les hommes et les femmes 43 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, on est près de 85 ans pour les femmes et un peu plus de 83 ans, pour les hommes. Vous voyez comment ça va changer, hein? Et alors, quand l'espérance vie, les gens, la mortalité infantile était énorme. Il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. Vous savez que Molière, ce n'était pas son nom. Alors, mais il n'aimait pas son nom, alors il avait changé ça. Il était né en 1662. Alors, à ce moment-là, c'était tout à fait normal. On changeait notre nom. Son vrai nom, c'était Jean-Baptiste Pauquelin. Alors, c'était ça. Vous connaissez l'origine du mot hockey? Alors, pendant la guerre de sécession, pour désigner combien il y avait de personnes qui étaient mortes ou pas, c'était 0 killed. Alors, O, 0, kill, alors 0 de mort. Alors, c'était ça. Alors, voici. C'est la ville à Laval, c'est une ville qu'on s'est donnée, aujourd'hui pour demain, pour les voisins.